Bonjour et bienvenue dans Les Artisans de l'Impact, une mini-série de 10 épisodes qui nous fait voyager au cœur du suivi-évaluation en Afrique. Mon nom est Oumo et j'évolue dans ce secteur depuis plus d'une dizaine d'années. Dans ce podcast, pas de lecture théorique ni académique. Nous aurons la chance d'échanger avec des professionnels et des experts du domaine qui partageront leurs conseils pratiques, leurs expériences et leur vécu à travers des exemples concrets. Alors prenez votre tasse de thé, asseyez-vous confortablement et préparez-vous pour une aventure passionnante dans l'univers du suivi-évaluation. Bonjour Sarah et bienvenue dans les Artisans de l'Impact. Je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec une conseillère du domaine par rapport à nos expériences et nos vécus. Donc, bienvenue. Merci, je suis particulièrement honorée d'être aujourd'hui de l'autre côté du micro. Merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, Syrah, est-ce que tu peux me parler un peu de ton cheminement vers le MEL? Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce domaine passionnant? D'accord. Alors, encore une fois, merci. Et en tant qu'auditrice fidèle de l'Artisan de l'Impact depuis ses débuts, j'ai pris le temps d'écouter plusieurs épisodes. Donc, je suis particulièrement, encore une fois, honorée d'être invitée et pour échanger autour des questions cruciaux qui font le mille d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas arrivée dans le mille par hasard. Mon parcours est un peu le résultat de plusieurs rencontres, de beaucoup de curiosité, je veux dire, et de personnes qui ont cru en moi avant même que je ne croie pleinement en ma personne. Donc, dans toutes les étapes de ma vie, surtout importantes, comme j'aime le dire, j'ai eu la chance d'être guidée par des femmes inspirantes que j'appelle affectueusement mes mamans. Et parmi elles, il y a effectivement une Oumou, ton homonyme, que je tiens à saluer aujourd'hui. Elle travaillait déjà dans le monde des ONG. Une tante à moi qui m'a conseillé de m'orienter vers la statistique en me disant c'est un domaine d'avenir et tu y trouveras certainement ta place. Alors, en bon enfant, j'ai suivi le conseil et avec confiance, après 3 années d'études en ingénierie statistique, je me suis rapidement retrouvée dans le domaine passionné par cette discipline. Mais pour moi, apprendre en salle de classe ne suffisait pas. Alors, à chaque vacances universitaires, je cherchais un stage et je me souviens encore de mon tout premier où j'avais simplement recherché sur Internet la liste des bureaux d'études présents au Mali. C'était en 2012 et en ce temps, j'ai envoyé beaucoup de candidatures un peu partout pour plusieurs structures, compte tenu de la crise qui venait de commencer, ne recrutaient plus. Certains même avaient suspendu leurs activités. Finalement, un bureau d'études m'a donné ma chance. Au départ, je travaillais essentiellement sur les bases de données, mais très vite, j'ai demandé aussi à les accompagner sur le terrain. Et à vrai dire, les responsables étaient un peu sceptiques. Ils se demandaient est-ce que tu es sûr, les missions se déroulent en milieu rural, ce n'est pas facile, tu risques de tomber malade et bien de choses. Je leur ai tout simplement demandé de me laisser essayer. Et ce fut fait. Donc, c'est là que j'ai découvert ce qui allait vraiment être une véritable passion. Je suis devenue enquêtrice en ce temps. Et j'ai appris à écouter les communautés, conduire des entretiens, conduire les réalités derrière les chiffres, plutôt à comprendre les réalités derrière les chiffres. Puis, dès l'année suivante, le même bureau d'études m'a rappelé pour un nouveau stage et cette fois pour davantage de responsabilités où je suis devenue superviseur de collecte de données. Et je peux dire que c'est cette confiance qui a profondément marqué mon parcours. D'ailleurs, depuis plus de 10 ans, nous entretenons d'excellentes relations. Et c'est juste 6 mois après l'obtention de mon diplôme que j'ai décroché mon tout premier, je peux dire, poste formel en tant que gestionnaire base de données au sein de la structure Action contre la faim. Et là aussi, grâce à la confiance d'une femme inspirante en ce temps qui m'a donné, malgré que je donnais la chance à une jeune diplômée qui venait tout juste de sortir des bancs. Et
pour me permettre d'occuper ce premier poste. Et de là-bas, je peux dire que j'ai vite compris que les tableaux Excel ou calculer les indicateurs ne suffisaient pas et que derrière chaque chiffre se trouvait une histoire, comme on aime bien le dire dans notre domaine. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée au suivi évaluation en gros pour sortir un peu uniquement du carcan des statistiques. Donc, je me souviens avoir postulé, surtout pris l'audace de postuler pour un poste qui venait juste d'être lancé dans la structure, ou celui d'adjoint coordinateur suivi évaluation, alors que je savais très bien que je n'avais pas l'expérience requise, mais je n'ai pas été retenue, et comme vous pouvez le deviner, mais ça a vraiment été pour beaucoup, je dirais que ça aurait été un échec, mais pour moi, c'était une formidable opportunité d'apprendre. Et à chaque recrutement, j'analysais les tests techniques, j'identifiais les compétences qui manquaient et je me formais en fonction. Je postulais parfois à des postes qui dépassaient largement mon niveau d'expérience, non pas parce que je pensais déjà être prête, mais parce que je voulais surtout comprendre ce que le métier exigeait au niveau supérieur. Donc, voilà en gros cette manière d'apprendre qui m'a permis d'évoluer progressivement de gestionnaire base de données à analyse de données plus vers des responsabilités plus larges en suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des projets depuis leur conception jusqu'à l'évaluation finale. Et ce qui me motive toujours autant, ce n'est pas seulement de produire les données, mais de faire en sorte que ces données influencent les décisions et améliorent vraiment concrètement la vie de nos communautés pour lesquelles nous agissons. Voilà en gros. Merci beaucoup. Quel parcours intéressant. J'en profite ici déjà pour remercier notre tante et qui est aussi mon homonyme de t'avoir ainsi en tout cas motivé à t'intéresser à ce domaine et aussi pour féliciter aussi les organisations qui ont vraiment donné l'opportunité de te prouver sans que tu aies de l'expérience. Fait que de nos jours, c'est pas facile de décrocher un poste sans expérience. Donc, ils sont à féliciter et à saluer ici. Donc, tu m'as dit que si je comprends bien, une dizaine d'années que tu es dans le domaine. Si on regarde depuis le début de ton parcours vers 2012, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Donc, comme tu le sais, être une femme dans ce domaine, c'est pas nécessairement facile. Toi, dans les postes que tu as eu à occuper, comment est-ce que tu as eu à vraiment t'assurer que le genre est intégré? Donc, le genre, l'inclusion est vraiment pris en compte dans les interventions. Merci. Alors, comme tu l'as dit, quand on parle déjà chiffres, évaluation, notre secteur est, disons, beaucoup plus dominé par des hommes que des dames aujourd'hui. Si nous mettons à nous dénombrer, je serais étonnée que nous fassions dans les 100. Alors, l'inclusion du genre, comme tu le disais, dans la mise en œuvre des programmes, pour moi, ne se résume pas à désagréger les données par sexe ou par âge uniquement. Et à mon sens, cela commence depuis la conception du projet. Donc, il ne faut pas poser des simples questions qui ne risquent pas d'être entendues. Et il faut également peser qui ne viendra pas spontanément aux consultations, quels sont les obstacles qui empêchent certaines personnes de participer. Et même lors des recrutements, c'est également de donner la chance aux dames de pouvoir occuper des postes comme celui du suivi évaluateur. Et également dans la pratique, comme vous le savez, on est amené à modérer des focus group discussion. Donc, il faut avoir le tact lors de ce cadre pour faire parler les plus timides, de séparer les débats hommes-femmes lors des enquêtes, donner l'importance et l'opportunité d'écouter les femmes sans possibilité d'influence de leurs réponses, pouvoir les isoler lors des entretiens. Également, si cela demande à le faire, de pouvoir tenir des entretiens par des éliminateurs spécifiquement du même genre pour vraiment leur permettre d'avoir un cadre d'expression plus facile. Donc, pour résumer, dans la mise en œuvre du projet, je me dis qu'il faut adapter les moteurs de collecte des données selon les profils,
veiller à notre principal du do no harm. Donc, de ce fait, le choix des horaires, la langue locale, constituer des équipes mixtes, euh, proposer des entretiens individuels sur les sujets sensibles, des consultations spécifiques avec les femmes, les personnes déplacées ou toute autre communauté qui puisse être plutôt toute autre constitution de la communauté qui n'est forcément pas démarchée et dont il est important d'avoir la part de vision dans la mise en œuvre du projet. Donc, l'inclusion, en gros, demande parfois plus de temps et de ressources, mais ce qui est sûr, et nous conviendrons tous dessus, c'est qu'elle améliore considérablement la qualité des données et des décisions. Merci beaucoup, Sila. Comme tu disais, des fois, c'est pas nécessairement évident d'identifier les groupes les plus marginalisés, les groupes exclus au sein de nos communautés pour pouvoir les intégrer dans nos interventions. Est-ce que tu as déjà eu des défis par rapport à cela? Comment les identifier déjà et puis aussi les inclure dans les interventions? Comme tu le disais, hein, c'est effectivement comme dans notre domaine, les femmes, beaucoup plus dans nos communautés, comme on le dit, quand l'homme parle, la femme n'a plus de mots. Alors, le plus souvent, lorsqu'on parle à la rencontre des communautés et surtout on veuille prendre l'avis de tout un chacun, on nous met toujours en avant les hommes qu'il faut démarcher, qu'il faut écouter, surtout prendre en compte leurs remarques dans la mise en œuvre des projets. Mais c'est beaucoup plus auprès des femmes où c'est parfois difficile d'avoir des avis. Et même si vous les rapprochez, elles vous orientent du moins vers d'autres personnes de la communauté en vous expliquant très simplement qu'elles ne sont pas en mesure de donner de bonnes informations. Alors que avec le tact et avec les bonnes méthodes, on peut communiquer avec elles et surtout qu'elles sont les principales qui vivent les réalités de nos sociétés. Et très généralement, échanger avec celle-ci permet de considérablement améliorer tout ce que nous faisons dans la mise en œuvre. Donc, le principal défi que nous rencontrons, disons que j'ai plus rencontré, c'est vraiment de pouvoir accéder aux voix féminines et surtout qui soient porteuses de l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup. Nous allons nous tourner un peu vers le mail en général, la raison même du mail et puis l'importance du mail, d'avoir un agent mail au sein d'une organisation. Je sais que, comme tu dois le savoir aussi, au fil des années, c'est devenu carrément une exigence du bailleur. Quasiment tous les bailleurs exigent à ce que les organisations, sinon les ONG de mise en œuvre puissent avoir un mail avant de pouvoir leur octroyer les fonds. Pour toi, quel pourrait être le véritable apport du mail au sein d'une organisation, au-delà de tout ce qu'on voit dans les articles, les documents? D'accord. Alors, pour moi, hein, le mail, vraiment, il est indispensable. Alors, je dis souvent qu'une organisation peut continuer à mettre en œuvre des activités sans fonction mille, mais elle ne saura jamais réellement si ces activités produisent les résultats escomptés. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous faisons face à une période où de nombreuses organisations font face à des contraintes budgétaires importantes. Donc, dans ce contexte, on voit que les postes 1000 sont parfois considérés comme une option ou une fonction de soutien sur laquelle on peut faire des économies. Je comprends cette réalité, hein, mais je pense sincèrement que c'est une vision à court terme. Pour moi, le 1000 n'est pas un coût, c'est un investissement et surtout, il n'existe pas uniquement pour répondre aux exigences d'un bailleur. Il est d'abord au service de l'organisation elle-même. Et je viens également utiliser une comparaison très simple. Imaginez que vous sollicitez un prêt auprès d'une banque. Et la banque vous demandera pas seulement que vous comptez faire de l'argent, mais est-ce que vous avez des garanties? Pour moi, le MIL représente cette garantie pour chaque organisation. C'est lui qui permet de démontrer avec des preuves, des ressources mobilisées, si les ressources mobilisées produisent réellement des résultats
le MIL il apporte de la crédibilité vis-à-vis des bailleurs, mais aussi des partenaires, des autorités, des communautés et même des équipes internes. Parce que dans le suivi du contexte, on n'est pas uniquement focalisé sur l'extérieur, mais également notre monde proche à nous. Donc, le MIL permet aussi notamment de répondre à des questions essentielles pour savoir est-ce que nous atteignons réellement les populations que nous voulons atteindre, est-ce que l'assistance est efficace, efficiente et quelle approche marcherait le mieux, les activités, comment nous devrons les adapter ou arrêter, quels sont les en termes d'apprentissage et de capitalisation que nous pouvions tirer. Alors, en gros, à mes yeux, la plus grande valeur du MIL n'est pas de produire des rapports ou des tableaux de bord. Nous sommes indispensables, comme je l'ai dit. La véritable valeur, c'est de créer une culture d'apprentissage et une organisation qui apprend, progresse également. Et je pense que c'est justement l'évolution actuelle de notre métier. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui collectent ou analysent des données. Nous devons nous devenons progressivement des partenaires stratégiques de la décision, capables d'aider les organisations à orienter plutôt leurs choix grâce aux preuves. Et c'est pourquoi, à mon sens, une organisation qui investit dans le MIL investit avant tout dans sa propre performance, sa crédibilité et sa capacité à créer un impact durable, ce qui est le but recherché derrière toutes nos actions de mise en œuvre de projet. Exactement. Le MIL, comme tu l'as dit, est vraiment indispensable dans une organisation. Je vais juste ajouter aussi que le MIL joue aussi un rôle de conseiller, parce que le MIL encourage à continuer avec les bonnes pratiques, mais aussi le MIL permet de signaler quand il y a un problème, donc pour un peu aller regarder en arrière, voir ce qui ne marche pas et puis aussi proposer des solutions adaptées. Donc, comme tu le sais, toujours dans le cadre du MIL, quand un des outils stratégiques du MIL est le plan de suivi et évaluation, on doit quand même élaborer au début du projet, donc au démarrage du projet. Donc, toi, est-ce que tu peux un peu partager avec nous des éléments essentiels ou les composantes indispensables qui doivent figurer dans le plan de suivi et évaluation, s'il te plaît? Et aussi, est-ce que c'est du ressort de l'agent MED uniquement? Est-ce que c'est l'agent MED seulement qui doit élaborer ce document ou est-ce que ça doit se faire de concert avec d'autres parties prenantes? J'allais même commencer par la dernière question en vouloir répondre au mieux à la question. Parce que le plus souvent, on pense que le plan de suivi et évaluation, sa mise en place, relève uniquement du responsable MIL. Alors que c'est le contrat de responsabilité de toute l'équipe vis-à-vis des résultats que le projet s'est engagé à atteindre. Alors, un plan de suivi et évaluation ne devrait jamais être élaboré uniquement par le plan MIL. Je pèse bien mes mots parce que c'est une erreur que l'on observe encore dans certaines organisations. Le MIL est souvent perçu comme la responsabilité, et le plan MIL surtout, et même le MIL en général, est perçu comme la responsabilité d'une seule personne, alors qu'en réalité, c'est une responsabilité collective. Et ce plan MIL, pour qu'il soit vraiment performant, il doit être conçu dès la phase de conception et de démarrage du projet avec l'ensemble des parties prenantes. C'est très important. Parmi cela, je compte les équipes programmes, les responsables techniques, les équipes terrain, qui sont déjà sur place, bien sûr, et les partenaires de mise en œuvre. Et lorsque cela est vraiment possible, impliquer dans le cadre de la redevabilité les représentants des communautés, parce que ce sont pour ces communautés que nous agissons. Et vous allez voir que dans la mise en place de ce plan de suivi et évaluation, chacun va apporter une connaissance différente du projet. Et c'est cette somme-là qui va contribuer ensemble à faire valoir, à donner tout son sens au plan de suivi et évaluation que le projet va utiliser tout à son long. Et un bon plan de suivi et évaluation ne se limite pas uniquement à une liste d'indicateurs. Il doit aussi répondre à une question essentielle.
selon moi, qui est comment est-ce que nous allons démontrer que nos projets produisent réellement les changements attendus. Personnellement, j'aime la compagnie de ce que nous appelons la matrice RACI, un outil simple mais très efficace qui permet de clarifier les rôles de chacun afin de savoir qui est responsable de quelle activité, qui est approbateur, qui est consulté, qui doit simplement être informé. Cette clarification évite beaucoup de malentendus et renforce la coordination entre les équipes. Donc, encore une fois, pour revenir, le plan de suivi et évaluation, c'est un indispensable dans la mise en œuvre d'un projet, mais plus on s'implique à le faire en collectivité, plus il est efficace. Je me rends compte que quasiment toutes les activités même sont des activités collectives, hein, que ce soit l'élaboration du plan de suivi de relation, l'évaluation de la théorie de changement, le choix des indicateurs, les activités d'apprentissage et ainsi de suite. Ce n'est pas que du ressort du MEL, c'est un concert vraiment avec les collègues qu'on peut réussir, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Donc, l'implication de tous les collègues, oui, c'est ça. Vas-y. Oui, j'allais dire que c'est effectivement c'est là, c'est pourquoi c'est important que nous puissions taire ce tabou ou ce prérequis que les gens ont du mail, comme quoi nous sommes la police des projets. Nous sommes là, excuse-moi, pour le projet, pour la bonne marche du projet, mais pas derrière des chiffres ou derrière une façon de faire. Le rôle du MIL, c'est beaucoup plus d'accompagner le projet afin qu'il arrive à bon port. Ben, pas uniquement d'être derrière les chefs de projet, les équipes de mise en œuvre pour sonder ou auditer dans leur façon de faire. Donc, plus nous travaillons ensemble, plus le projet est à même et sûr d'arriver à son efficacité vraiment recherchée. C'est ça. Et l'agent mail ne pourra être efficace que si vraiment il travaille avec les autres. Donc, la collaboration avec les autres collègues est indispensable, sinon les autres membres de l'équipe. C'est ça, c'est indispensable. OK. Nous avons, oui, vas-y. Tout dernièrement, j'écoutais aussi, comme je disais, je suis tous les épisodes de l'artisan de l'impact pour citer Bafa la dernière fois qui disait que et le MIL doit être, il doit également être celui qui maîtrise bien les programmes pour pouvoir apporter des bons indicateurs, définir comment orienter une bonne stratégie de projet. C'est ça, exactement. Le MIL doit avoir vraiment une connaissance assez, je ne dirais pas générale, mais vraiment assez pointue des différents programmes mis en œuvre au sein de l'organisation. Mais en même temps, comme on l'a dit, le MIL ne pourra bien faire son travail qu'avec la collaboration des différents membres de l'équipe. Le tout, au fait, c'est un travail d'équipe, au fait, que ce soit, mais tout ce qui concerne le MIL, vraiment, ça c'est collégial. Effectivement. C'est ça. Donc, en parlant de différents programmes, je me demande si tu as déjà eu à gérer plusieurs programmes au portfolio en même temps et aussi comment est-ce que tu t'y es pris pour pouvoir prioriser les différentes tâches. D'accord. Oui, de mon expérience, effectivement, j'ai eu à suivre simultanément plusieurs projets financés par différents bailleurs et je me dis que dans ce type de contexte, la clé est de distinguer surtout l'urgent de l'important. Disons que tout est toujours urgent parce que chaque gestionnaire de projet qui vient vers toi te dira que lui, il est contraint par un délai, il faut y aller vite. Et tout est également important. Mais pour pouvoir s'en sortir en tant que MIL, je me dis qu'il faut tout d'abord commencer par cartographier, c'est ce que j'ai fait, cartographier les échanges critiques. Et quand on a devant soi à quelle échéance il faut partager les rapports, quand est-ce que les enquêtes doivent être tenues, quand est-ce qu'il faut des revues, des missions de terrain et toute autre activité relevant du MIL,
qu'on a une cartographie claire de ces différents éléments, cela nous permet d'accompagner efficacement chaque équipe de mise en œuvre. Ensuite, je me dis les tableaux de bord. Les tableaux de bord vraiment très simples qui permettent de suivre les indicateurs, les livrables et les risques. Et l'erreur la plus fréquente, c'est de travailler uniquement en réaction aux urgences. Parce que dans le mille, en poste de 1000, on te met tellement de pression que souvent on est, on est amené à être flanché par ce niveau de stress. Donc, le 1000 doit rester un outil d'anticipation. Donc, plus on a ce document qui décrit clairement quand est-ce qu'il faut intervenir, bien sûr, avec les évolutions du contexte, souvent il va falloir faire des réadaptations, mais lorsqu'on a une vision claire de quand est-ce qu'il faut accompagner chaque équipe, cela nous permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans notre apport au sein des différents projets. Et donc, ce que je retiens vraiment en termes de bonnes pratiques pour la gestion de différents projets, c'est qu'il faut être déjà bien organisé, savoir anticiper et aussi avoir la tête sur les épaules, savoir rester serein, si je comprends bien. Voilà. Maintenant, en termes d'erreurs à éviter, quelles sont les erreurs que nous devons éviter quand nous gérons plusieurs projets simultanément? Alors, je commencerai toujours par le niveau de stress parce que, comme encore une fois, il ne faut pas se laisser avoir en quelque sorte, il faut rester serein. Et également, je dirais que le respect des échéances, il faut vraiment éviter de toujours remettre à plus tard ce qu'on devrait faire. Plus on est dans la procrastination, plus on va causer des... En fait, plus comme on vient de le dire, nous sommes une équipe, il faut avancer pour permettre à l'autre également d'avancer. Donc, le respect des délais, il faut vraiment et être dans cette logique-là. Éviter de communier le plus possible les indicateurs, c'est-à-dire reproduire à chaque fois le même type d'indicateur. Encore une fois, il faut faire une mise à jour de son plan 1000. Il le faut ne pas rester figé sur un seul document de départ. Cela ne permet pas, en gros, d'avoir l'efficacité recherchée. Merci beaucoup. J'ajouterais aussi que il faut aussi savoir ne pas trop, comment dirais le mot là, reconnaître ses limites au fait. Donc, ne pas hésiter à impliquer ou à solliciter de l'aide au besoin et aussi être clair avec les différents collègues ou les différentes parties prenantes par rapport aux attentes. Parce qu'il faut faire attention à ne pas se submerger à en faire trop et pour ne pas après attendre. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Maintenant, par rapport à l'analyse des données ou sinon aux différentes études ou évaluations, on entend toujours, moi je pense que la plupart du temps, en tout cas moi personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec les chiffres, donc les études quantitatives. Mais de plus en plus, il y a certains bailleurs qui vraiment demandent à ce qu'on fasse aussi des études qualitatives. Donc, toi, quelle est l'approche à privilégier entre les deux? Quelle est l'étude à privilégier? Quand est-ce qu'on doit, au fait, les conduire et pourquoi? D'accord. Alors, vraiment, je vais être, je pense que le mixte marche le mieux. En fait, le truc, c'est que pendant longtemps, on a eu tendance à mettre en concurrence ces deux techniques, alors qu'en réalité, elles répondent à des questions différentes et sont vraiment, vraiment profondément complémentaires. Si le quantitatif répond généralement à la question du combien, le qualitatif, lui, nous permet de checker le pourquoi, les comment et autres. Donc, prenons un exemple simple. Imaginons qu'une enquête montre que 45% des femmes utilisent, par exemple, un service de santé. Donc, le quantitatif, lui, nous alerte sur le problème, mais ne nous dit pas pourquoi.
Donc, c'est en discutant avec ces femmes dans un cadre ouvert, dans un, comment dire, en suivant un guide bien élaboré, qu'on peut savoir, on peut découvrir pourquoi, est-ce que ce sont des freins culturels, est-ce que c'est dû à des contraintes financières, est-ce un manque de confiance envers les prestataires ou encore des difficultés d'accès. Donc, c'est cette compréhension qui permet ensuite d'adapter les interventions. Et c'est là tout l'intérêt encore une fois, comme je le disais, de faire le mix de ces deux méthodes. Et dans mes évaluations, je privilégie toujours la méthode mixte parce que je commence généralement par les domaines quantitatifs pour identifier les tendances, puis j'utilise les approches qualitatives pour les expliquer, les nuancer et parfois les remettre en question. Donc, cette triangulation du moins renforce énormément la crédibilité des conclusions et permet de formuler des recommandations beaucoup plus pertinentes. Donc, si je devrais parler sur vers lequel choisir des deux méthodes, je dirais que aujourd'hui, je considère que les données qualitatives et quantitatives, du moins, donnent la mesure, tandis que les qualitatives donnent du sens. Donc, l'une sans l'autre, pour moi, raconte un peu une histoire incomplète. Et je pense que c'est justement l'évolution de notre métier. D'ailleurs, les bailleurs et les organisations aujourd'hui ne cherchent pas seulement à savoir combien de personnes ont été touchées. Et ils veulent comprendre pourquoi les changements se produisent, pour qui ils se produisent et aussi comprendre les conditions qui peuvent être reproduits à grande échelle. Je pense. Merci beaucoup pour cette précision. Je pense que je suis du même d'avis. Pardon? J'ai dit que merci pour cette précision. Je suis du même avis. Je partage ton avis. Oui, vas-y. Non, j'allais demander si j'avais répondu à la question parce que c'était en plusieurs parties. C'est ça. Non, je pense que tu as amplement répondu à la question et surtout Okay. le fait de privilégier l'approche mixte. Je pense que ça te donne beaucoup plus des réponses complètes à des questions d'évaluation ou questions d'études. Effectivement, tu as le contexte et puis tu as les chiffres. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, avant de mettre fin à l'enregistrement, Sarah, j'aimerais te demander si tu as 2 ou 3 conseils que tu pourrais partager avec nos collègues du MEL ou ceux qui s'y intéressent, qui aimeraient avancer ou progresser dans le domaine. En tout cas, je dirais que c'est un domaine passionnant parce que chaque culture, chaque communauté que tu côtoies te permet, toi, en tant que personne, d'avoir une certaine, de faire un peu de recul, de prendre un peu de recul dans ta vie, de te faire un peu un bilan et surtout de remercier le Tout-Puissant pour beaucoup de choses que nous avons, mais que nous ne considérons pas forcément. Donc, c'est un domaine passionnant et en termes de conseils, le conseil numéro un, je dirais que il ne faut pas que nous soyons uniquement des experts des données. Il nous faut également, encore une fois, joindre l'utile à l'agréable en devenant également expert de la décision. Pendant longtemps, on évaluait la qualité d'un professionnel 1000 par sa capacité à produire des indicateurs, rapports et bien d'autres. Aujourd'hui, je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire que cela ne suffit pas. Et la vraie question, c'est est-ce que nos analyses influencent réellement les décisions? Et c'est là où on s'accroche aussi un peu avec les équipes de mise en œuvre. Et lorsqu'un bon professionnel du MIL intervient, il ne doit pas uniquement présenter des chiffres, mais aussi expliquer ce que ces chiffres signifient, quels sont les risques, est-ce qu'ils relèvent et quelles décisions ils appellent à prendre. Donc, notre valeur ne réside plus dans la production des données, mais également dans notre capacité à transformer ces données en véritables actions et surtout de changements pour les communautés pour lesquelles nous intervenons. Et deuxième conseil, je dirais que les communautés, parce que la partie rédivabilité, il faudrait que
nous la mettions encore une fois sur la table parce que c'est de plus en plus une exigence des bailleurs. Et c'est qu'en lien avec également l'évolution de l'AAP et la participation, j'ai envie de dire que les bénéficiaires ne doivent plus être considérés comme uniquement des répondants. Ils doivent participer à la définition des indicateurs, comme on l'a dit dans le cas du plan 1000, à l'interprétation des résultats, à la formulation des recommandations, mais surtout que nous veillons à faire quelque chose que nous, dans la pratique, on ne fait pas vraiment bien, veiller à faire une restitution de ce que nous ressortons de nos collectes de données, de nos différentes processus de collecte auprès de ces communautés. Parce que le plus souvent, on fait face à leur lassitude et c'est un peu légitime parce qu'on est plus souvent là à leur demander, à leur poser des questions, mais nous ne leur faisons jamais de retour par rapport à ce qui en est ressorti de ces collectes. Donc, je dirais encore une fois qu'ils doivent devenir des personnes productrices, coproductrices des données. Et si tu permets, ça m'amène à également penser à un troisième conseil. Mais Oui, pas vas-y, s'il te plaît. demander. Non, vas-y, Aujourd'hui, tu peux donner autant de conseils que tu veux, hein, ça va nous aider. Merci. aujourd'hui, nous faisons face à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, hein. Et franchement, j'aimerais également dire que ce soit à nos jeunes qui vont vouloir embrasser le domaine ou bien même à moi ainsi qu'à toute la communauté, mais c'est que il faudrait que nous pensions à investir dans l'intelligence artificielle avant qu'elle ne redéfinisse notre métier. Parce qu'en fait, il est important de casser le tabou selon lequel utiliser l'IA serait un manque de compétences. Aujourd'hui, nous assistons à bien de cadres qui mettent en valeur ce outil. On a des olympiades de l'IA, des formations de support payantes rien qu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot ou bien d'autres intelligences, il est important que nous, professionnels, nous sachions l'utiliser afin que cela ne remplace pas notre compétence. C'est-à-dire, il faut avoir cet élément-là comme outil qui peut nous accompagner à être plus performants, mais pas à dominer notre performance. Il faut savoir l'utiliser intelligemment. L'intelligence artificielle, mais à utiliser intelligemment. Donc, aujourd'hui, l'IA peut accélérer la production des rapports, analyser des données qualitatives, quantitatives, proposer des tableaux de bord et autres éléments. Donc, cela nous libère vraiment du temps pour ce qui a plus de valeur et qui est l'analyse critique. Parce que même si on importe des données, l'outil ne va nous produire qu'une analyse sommaire. Mais le contexte réel, l'interpréter selon nos réalités, nos contextes, c'est la personne humaine qui puisse le faire. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de se rapprocher de cet outil, de le mettre dans notre sacoche et évoluer avec et surtout performer quand c'est nécessaire. Merci. Merci infiniment, Syrah, pour ces conseils précieux. Merci pour le partage d'expérience et pour ton intervention dans sa totalité. C'est très apprécié. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger davantage sur le mail à une autre occasion. Merci infiniment. Merci à la saison de l'Impact, à toi principalement pour cette belle initiative. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci.